Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Juste avant de pousser la porte de chez toi, tu dis ok, je suis dans quel état là. Soit j'arrive à me canaliser, à me calmer et c'est cool, et hop, je rentre chez moi plus cool et disponible pour les enfants. Et que c'est important, à mon sens, d'apprendre à nos enfants qu'on n'est pas des surfemmes. Et donc de rentrer en disant, les enfants, je suis désolé, mais ma journée elle a été super compliquée aujourd'hui et je suis pas à dispo. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. C'est aussi un message important à leur faire passer. Il y a la notion d'exemplarité. Un parent, c'est aussi ça, c'est aussi une notion d'exemplarité. Tout à fait. Alors, si on est sur un costume de super-héroïne, super-héros, ça veut dire qu'ils doivent être des super-héros. Et ils vont reproduire avec cette notion, du coup, de cercle infernal, de culpabilité, de ci, de ça. Parce qu'en vrai, on s'étape aussi d'être une super-héroïne, un super-héros tous les jours. Et donc, de leur montrer nos failles, de leur dire, aujourd'hui, j'y arrive pas, ma journée, elle était raide. Franchement, je suis au bout du rouleau, j'ai envie de crier et machin. Et leur demander l'aide, aidez-moi. Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts. Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai 2 enfants, Baptiste et Flora, et je suis infirmière puéricultrice. Parents pas parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans, qui nous donne un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité, comme ils la vivent au quotidien. Des parents qui parlent à des parents. Dans ce podcast, que de la bienveillance et de la bonne humeur. Et comme finalement on est tous dans le même bateau, on se dit que peut-être vous allez trouver des réponses à des questions que vous vous posez. Vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee en partageant ce podcast et en parlant autour de vous de parents pas parfaits. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description du podcast. Aujourd'hui, nous abordons le thème du tunnel du soir avec nos invités. Et on accueille tout de suite Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, présente-nous un petit peu ta petite famille et ta vie en général. Oui, je suis maman de 2 petites filles qui ont 3 ans et demi et 7 ans et demi. Je suis mariée et dans ma vie pro, je suis journaliste. J'ai aussi un blog tiré de mon métier qui est sur la parentalité et qui s'appelle Parlons Maman. Et dernière casquette, j'ai coécrit un livre sur le postpartum qui s'appelle Un postpartum en douceur et que j'ai coécrit avec une Kramzorg qui vit à Amsterdam et qui s'appelle Delphine Petit-Postma. Quel CV ? Ça rentre tout ça sur une carte de visite, tout ça C'était un peu long. Non, c'est parfait. Ok, et avec nous aussi, comme à chaque fois, dans la mesure du possible, on le fait. Jusqu'à présent, on a réussi à le faire. Un homme et une femme. Côté homme, c'est Pascal. Bonjour Pascal. Alors, même punition pour toi. Présente-toi et à nos auditeurs aussi, du coup. Donc, je suis Pascal. Moi, je suis papa de jumeaux qui ont 6 ans, Zoé et Hugo, qui ont donc 6 ans depuis quelques mois. Et je suis indépendant puisqu'en fait, j'ai changé de vie quelques mois avant la naissance de mes enfants. J'étais salarié et j'ai voulu avoir plus de temps avec les enfants dès leur naissance et encore aujourd'hui, et plus de sens dans mes activités. Et donc, effectivement, j'ai plein d'activités différentes, mais notamment, j'ai une activité autour de la paternité, parentalité et équilibre de vie. J'ai créé un blog qui s'appelle Histoire de Papa. Je me suis beaucoup engagé sur l'augmentation de la durée du congé paternité en France. Et je suis conférencier sur ces sujets. Ils ont ces CV, nos invités, Elodie, ce soir. Je les choisis pas par hasard. Oh là 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 là. Bientôt Emmanuel Macron, ça c'est prévu pour... Il n'a pas d'enfants. Il a pas, c'est vrai. Il a des beaux enfants. Tu me dis, on pourrait faire un thème sur les beaux enfants. Mais non, Ok, super. Je vais commencer par vous poser une première question. Alors, c'est quoi le fameux tunnel du soir ? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, Marion. Est-ce que tu peux me dire comment tu le définirais, toi ? Le tunnel du soir, pour moi, c'est quand tu rentres de ta journée de travail, quand tu as fini ton boulot, et que tu rentres chez toi et que tu dois t'occuper de tes enfants. Alors, tu es content de les retrouver, mais tu dois néanmoins gérer, suivant l'âge, les devoirs, quelques activités, parce qu'il faut un peu les occuper. L'école, ça se termine assez tôt, 4h30. Donc, les devoirs, le bain, un peu de jeu, et puis après, le dîner. Puis le rituel du coucher, les dents, l'histoire quand il y a l'histoire et le coucher. Moi, voilà, c'est ça. Une deuxième journée, quoi. Ouais, c'est une deuxième journée, ouais. Surtout quand on commence le tunnel dès la sortie de l'école. À 15h. Bon, les gars, ça fait long maintenant. C'est un sacré tunnel, ouais, j'avoue. Pascal, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou donner ta propre définition de ce tunnel du soir, toi ? Tu le vois comment ? Je rejoins Marion, le tunnel du soir, c'est la deuxième journée, c'est-à-dire qu'on a notre journée de taf en tant que parents, si on travaille, et puis effectivement, on retrouve nos enfants, et donc effectivement, il y a une deuxième journée qui débute avec tout ce qui a été précisé par Marion, et j'ajouterais juste un point qui me semble essentiel dans ce tunnel du soir, parce que ça joue beaucoup, c'est la charge émotionnelle, et j'ai envie de dire la double charge émotionnelle, c'est-à-dire que la charge émotionnelle des parents qui ont vécu leur journée de trucs avec des trucs cool et des trucs moins cool, avec des points de stress, et donc il faut déjà s'autogérer soi dans sa journée
chargé d'émotions. Et évidemment, les enfants, ils ont vécu eux aussi leur journée, qui a aussi été pleine d'émotions diverses et variées, des positives et des négatives. Et donc, du coup, tout ça se rencontre en ce moment et ça peut effectivement devenir un petit peu explosif. Alors que, pour autant, effectivement, il y a tout un aspect logistique à prendre en compte. Donc, c'est ce mix de logistique et d'émotionnel, à mon sens, qui ce tunnel du soir, il est intense. Ouais, une petite tempête, on rencontre des émotions négatives parfois. Et tout à fait, Pascal, je te rejoins et je pense que Romain et moi, les pleurs de décharge du soir, tous les parents aiment ça. C'est bien connu. Les pleurs ou les colères ou les choses, peut-être avec des plus grands qui bougent aussi. Ouais. Ça véhicule quoi chez toi émotionnellement, Marion ? Il parle, Pascal, de cette rencontre émotionnelle. Qu'est-ce que ça peut venir véhiculer comme émotion C'est vrai, ce qui est difficile, je trouve, souvent, c'est que, en fait, les enfants aussi, mais nous, parents, quand on travaille et qu'on arrive chez soi, souvent, on n'a pas eu de pause entre les deux. Donc, il faut réussir à débrancher son cerveau de tout ce qu'on avait en tête de sa journée de boulot, de stress, de problèmes à gérer, etc., pour se reconnecter à ses enfants. Et je trouve que quand on n'a pas de pause, c'est parfois un peu difficile dans la gestion émotionnelle et du stress et tout, d'arriver à se redescendre pour se mettre au niveau de ses enfants et être dans le bon moment de partage, de les retrouver, etc. Donc ça peut générer un peu de stress. Et puis réussir, quand eux aussi vont décharger le stress de la journée ou qu'il y a des frères et sœurs qui se mettent à se chamailler, il faut que nous, on arrive à garder notre calme et à se dire, ok, c'est pas grave, ça va bien se passer. Et voilà, et c'est ça qui, je trouve, émotionnellement est parfois difficile, c'est de réussir, avec toute la charge qu'on a emmagasinée toute la journée au boulot, de réussir à rester patient face à nos enfants et à se dire, ok, eux aussi, ils ont pu avoir des trucs dans la journée, ils sont fatigués, ils rentrent, ils ont besoin de décharger. Et je trouve que parfois c'est dur de garder son calme en fait par rapport à ça. On n'est pas nous non plus peut-être dans le rationnel du coup après une journée de boulot fatigante. C'est ça que on essaie. Ouais, Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, que typiquement je trouve que le télétravail. Alors encore une fois, on parle beaucoup du télétravail, mais il y a en moyenne on parle de 30% des jobs qui sont vraiment télétravaillables. Mais pour les gens qui sont pour les parents qui sont en télétravail, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a effectivement beaucoup moins ce sas de décompression. En même temps, j'ai envie de dire, les parents qui sont en région parisienne ou qui ont une demi-heure, 3/4 d'heure de bouchon à faire, c'est pas non plus un sas de décompression hyper cool après le taf, avant de rentrer à la maison. Mais quand on télétravaille, pour le coup, il y a ce sas qui est inexistant, quoi. Et là, du coup, c'est dans la seconde la confrontation de deux mondes. Et donc, voir les deux se chevauchent même. Absolument, ouais. Tout à fait. Mais du coup, alors Pascal, toi t'es indépendant et Marion, toi t'es salarié du coup au Figaro. Oui. Ouais, donc du coup, Figaro, exactement. Est-ce que t'as vu, je le nomme. Est-ce que ce sera coupé au montage. Non, on le garde rien. Non, ça ne dérange pas. Non, mais l'avantage en fait, c'est que vous êtes tous les deux dans deux types de professions, alors différents pour le coup, et en termes d'horaire aussi. C'est-à-dire que peut-être que Pascal, sa journée de travail peut continuer une fois qu'il est rentré chez lui, et du coup le droit à la déconnexion, il est compliqué. Le droit à la déconnexion, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Il est peut-être un peu plus compliqué que pour toi, Marion, qui du coup, lorsque tu as peut-être fini ta journée, en rentrant, tu laisses le travail derrière toi. C'est peut-être pas vrai ce que je dis. Habite en région parisienne. C'est peut-être pas vrai ce que je dis. En vrai, pas tant que ça, parce que dans mon boulot aujourd'hui, je dirige une rubrique en fait de journalistes qui sont basés en région, dans différentes régions de France, et qui m'envoient au fur et à mesure des sujets que j'ai validés le matin à relire. Et du coup, en fait, je les ai au fur et à mesure de la journée, mais très souvent, j'en ai qui arrivent après 19h. Donc, moi, ma deadline, c'est arriver à 19h chez moi pour m'occuper de mes enfants et les voir, parce que j'ai envie de les voir. Ouais. Mais néanmoins, en fait, j'arrive pas à décrocher. Donc, ça complexifie encore plus le tunnel, parce que je sais que derrière, j'ai encore des papiers à relire. Donc, parfois, je jongle entre les deux. Ou alors, parfois, je dis, bon, allez, stop, j'arrête, je mets l'ordi de côté, je m'occupe de mes enfants et après, je reprendrai. Mais donc, non, malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai pas la déconnexion tout de suite en rentrant. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de cassure nette et tu peux dire, justement, comme tu es en région parisienne, c'est vrai que du coup, certains disent qu'en prenant les transports en commun, en écoutant de la musique ou d'excellents podcasts comme Parents pas parfaits, ça leur permet de faire une coupure et du coup, arriver chez eux un peu plus détendu en ayant pris soin de prendre des notes en écoutant Parents pas parfaits. C'est possible aussi. Mais tu fais de la pub plus. Mais je te rejoins. Moi, je comprends tout à fait ça. C'est vrai que des fois, c'est compliqué. Alors déjà, comme le disait Pascal, d'arriver à gérer cette tempête émotionnelle, puis rationnellement, parce que des fois, on se détache de son corps et on se dit, mais
là, cool, en fait, tout va bien. Oui. C'est un moment sympa, t'es avec tes jeunes enfants en bonne santé. Et c'est dur de se détacher de cette émotion, de dire merde, il faut encore que je gère et ça derrière, où j'ai passé une mauvaise journée et ça me parasite et j'arrive pas à être dans l'instant présent, où j'ai plus la soupape pour aller gérer des émotions de colère ou de frustration. Et donc, c'est ça qui est compliqué, en fait. Et des fois, on arrive quelques secondes à dire, allez, ça va bien se passer, c'est cool, ça peut être un moment hyper agréable. Et puis d'autres fois, on n'a pas assez de réserve émotionnelle pour aller faire face à ça. Et c'est ma prochaine question, est-ce que vous pensez pas, question, j'ai pas de réponse vraiment pensée à l'avance, et que ça vient réactiver des choses de notre enfant intérieur, du petit enfant qui a été traité de telle ou telle manière? Est-ce qu'à ce moment-là, quand on est vidé émotionnellement de sa journée de boulot et qu'on doit gérer des émotions de jeunes enfants, ou même moins jeunes, est-ce que vous pensez pas que ça vient réactiver en tout cas des choses chez nous, au-delà de qu'inconsciemment, en fait, on ait des choses qui remontent et... Je sais pas. Et que Je ça pose la rebondit. question. Ouais. Marion, qu'est-ce que tu en penses? Débrouillez-vous avec ça maintenant. Ouais, on peut commencer par Pascal, non, pour la réponse. Bien joué. Non, moi, pardon, mais vas-y, Marion, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais moi, j'allais faire une réponse de norme. J'allais pas complètement répondre à la question. Finalement, j'allais apporter une autre réponse. Moi, je pense que ce sur quoi ça appuie aussi, je pense que c'est, il y a beaucoup une notion de culpabilité. Et ça, c'est lié à notre héritage, d'éducation judéo-chrétienne, et culpabilité et de multiples injonctions auxquelles les parents doivent faire face, et de la société en général, telle qu'elle est construite depuis maintenant plusieurs siècles, de notion de performance. Et donc, du coup, on doit être super performant sur notre taf. Et donc, du coup, merde, j'ai pas terminé ma journée, et donc culpabilité parce que j'ai pas fait assez, et qui vient se confronter à je suis pas suffisamment performant en tant que parent. Et c'est cette double injonction, en fait, qui génère une prise de tête pour les parents sur ce moment fort émotionnellement encore. Et du coup, pour moi, une des clés, mais je dis une des clés, mais je dis pas qu'elle est forcément facile à déployer et mettre en œuvre, c'est d'accepter, se dire juste, ce n'est pas possible, c'est un mythe, en fait, c'est juste un mythe. Et donc, effectivement, là, je rentre chez moi et top. C'est stop sur le taf, c'est plus possible. Et là, maintenant, c'est le moment dédié aux enfants parce qu'ils ont besoin et parce qu'en même temps, si on fait des enfants, c'est aussi pour passer un peu de temps avec eux. Donc, j'en ai aussi. Il n'y a pas que par obligation, il n'y a pas envie. C'est d'essayer de remettre de l'envie. C'est ça, de se reconnecter mais finalement à cette question. Mais finalement, pourquoi j'ai fondé une famille? Parce que j'ai envie de passer des chouettes moments. Et ce moment-là qui peut être lourd, réussir à le dire, non, là, ça va être un seul moment, ça va être un moment tel qu'il est, donc avec des moments cool et des moments moins cool, mais en tout cas, ça sera dédié à ça. Et typiquement, de dire, par exemple, le téléphone, en fait, à partir du moment où j'arrive à la maison sur ce moment-là, mais je le range et tant pis, la Terre, elle va continuer de tourner, et en fait, mes sujets de taf, je les reprendrai soit plus tard, à 20h, soit demain, si j'ai encore l'énergie. Moi, à de rares exceptions, je ne bosse plus le soir, je n'ai plus l'énergie pour ça. Et donc, du coup, je les reprendrai demain, et en fait, la vie va continuer à tourner, en fait. C'est hyper intéressant comme point de vue, et t'as raison. Non, mais c'est vrai, parce qu'on parle du droit à la déconnexion, mais en fait, c'est très addictif aussi, ces mails, c'est-à-dire scinder, moi, je m'en retrouve. Faudrait 2 téléphones, en fait. Quand t'as un téléphone pro. Mais en même temps, ne pas oublier que ce n'est qu'un outil. Il faut réussir à le poser. Ouais. Après, c'est toujours pareil, parce que tu peux être sur les réseaux sociaux avec ton téléphone personnel, et du coup, voilà quoi. Bien sûr. Comme le perso pro se mélange. C'est vrai que la culpabilité est hyper présente. Ouais, Marion, excuse, on t'a... Ouais. Oui, non, mais je trouve que la question de la culpabilité, de toute façon, t'as raison, elle est inhérente à la société, mais je pense qu'elle est décuplée quand on devient parent. En fait, tu as cette notion qui vient exploser en toi à partir du moment où tu deviens parent. Et effectivement, confronté à ta vie pro, c'est très compliqué de ne pas culpabiliser parce que tu veux être partout. Et en fait, je pense qu'il faudrait réussir à s'auto-discipliner, à arrêter de vouloir être partout, justement, et à arrêter de vouloir être super fort, super performant sur tous les fronts. Prioriser, en fait. Se dire, prioriser. Ce qui est pas facile toujours à faire. De nos vies, et encore plus aujourd'hui où effectivement on est sursollicité en permanence et où on a là où nos parents n'avaient pas de téléphone portable et du coup quand ils rentraient chez eux, c'était vraiment fini quoi. Nous en fait on est toujours joignables
il se passe toujours quelque chose. Moi, je sais que dans mon métier de journaliste, en fait, l'actu ne s'arrête jamais. Donc, dans l'absolu, je pourrais travailler H24, quoi. Ouais, puis il y a cette notion de performance. Et quels que soient les jobs, c'est pas que pour les parents qui ont des jobs de cadre et donc du coup qui reçoivent des mails. Bien sûr. Mais quels que soient les jobs, tu reviens aussi avec encore une fois ta charge de table de j'ai pas fini aussi, je me suis pris la tête avec tel collègue ou avec mon manager, avec mon boss et machin. Et il y a pas que la notion de choses à faire en fait. Il y a aussi tu vois, vous voyez, tout ce qui s'est passé dans la journée qui fait que en charge émotionnelle justement. C'est ça qu'il faut réussir à laisser de côté, mais c'est difficile. C'est ça, mais c'est super dur. Ouais. Qu'est-ce qui serait possible de faire du coup pour faire tampon entre le professionnel et le personnel avec les enfants? Une séance de petits bonbons? Faudrait négocier 1 heure de pause obligatoire entre les deux. Ah, c'est marrant, j'en ai parlé de ça. Alors moi, je propose de se faire masser gratuitement par les entreprises à la sortie d'entreprise. Non, mais il faudrait que des entreprises, c'est une idée, c'est peut-être farfelu. Non, mais que les choses à mettre en place avec les entreprises, par exemple, elles proposent peut-être à des salariés, avant que tu partes au boulot, genre une demi-heure ou un quart d'heure, je sais pas, une pièce où tu peux décompresser et faire d'autres trucs. Ouais, ça se fait déjà dans certains endroits, mais moi je pense un podcast. Ou parler à l'inverse peut-être des choses que tu vis dans ta vie familiale, parce que je pense à, je sais pas, moi ce matin mon fils était malade. Quand t'as des trucs à gérer autres de ta vie perso, ça va aussi dans l'autre sens, d'ailleurs. Quand t'arrives au boulot et puis que tu dois gérer des rendez-vous annulés ou ta nounou qui vient de te planter ou j'en sais rien, ça aussi ça peut venir parasiter ton job. Donc dans un sens ou dans l'autre, il faudrait des sortes de sas de décompression, mais je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place à ce niveau-là assez rapidement. Et puis, moi je vois un autre truc aussi, c'est effectivement d'essayer d'être honnête envers soi. Et donc du coup de prendre parfois juste 5 minutes, juste avant de pousser la porte de chez soi, de se dire ok, je suis dans quel état là. Ok, je suis comme ça. Soit j'arrive, et c'est pas facile, soit j'arrive à me canaliser, à me calmer, et c'est cool, et hop, je rentre chez moi plus cool et disponible pour les enfants. Et en même temps, parce qu'on n'est pas des surfemmes, on n'est pas des surhommes, et que c'est important, à mon sens, d'apprendre à nos enfants qu'on n'est pas des surhommes mais des surfemmes, et donc de rentrer en disant, les enfants, je suis désolé, mais ma journée, elle a été super compliquée aujourd'hui, et je suis pas à dispo. Ça va être, je suis désolé, aujourd'hui, ça va être difficile, il faut que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Là, alors je dis ça, pas avec des bébés, évidemment, il faut pas comprendre. Mais c'est un peu plus grand. Pascal, je trouve que c'est aussi un message important à leur faire passer. Parce tout à fait. Finalement, se verbaliser les choses, verbaliser, et puis il y a la notion d'exemplarité. Un parent, c'est aussi ça, c'est aussi une notion d'exemplarité. Tout à fait. Alors, si on est sur un costume de super-héroïne, super-héros, ça veut dire qu'ils doivent être des super-héros. Et ils vont reproduire avec cette notion, du coup, de cercle infernal, de culpabilité, aussi de ça. Et parce que en vrai, on s'étape aussi d'être une super-héroïne, un super-héros tous les jours. Et donc de leur montrer nos failles, de leur dire aujourd'hui j'y arrive pas, ma journée elle était raide, franchement je suis au bout du roule, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier et machin. Et soyez cool. J'ai le droit, c'est cool, aidez-moi, et leur demander l'aide, aidez-moi. Alors parfois le problème c'est qu'ils appuient où ça fait mal. Parfois quand on leur demande d'être cool, c'est bien. Mais je te rejoins tout à fait. Et le fait de verbaliser ses émotions, c'est tout aussi important que de verbaliser les émotions de l'enfant. En effet, il y a ce rôle modèle qui est vraiment primordial. Et ça parce que nos parents, ils mettaient des masques. Je veux dire, on a tous des exemples de parents de gens de 60 ans qui disaient rien, qui se sont tus même pour être fort. En fait, c'est quoi être fort? Justement, c'est parler de ses émotions et comme dit Pascal, de dire je suis crevé. En fait, s'il vous plaît, là, je peux pas gérer là, je suis pas capable de gérer. Mais moi, je le fais. Je me suis rendu compte. Ma fille de 5 ans me dit t'inquiète pas maman, je vais t'aider maman, je vais t'aider. Et mon petit garçon de 3 ans et demi, il me met une misère, mais de misère quand je vous dis misère. Mais parce qu'il est petit, parce que il est pas en mesure de gérer encore lui ses propres émotions et que du coup mais je pense que Pascal en effet, c'est bien de le faire. Ce sera de toute façon constructif pour les années à venir, même si c'est des bébés, les bébés comprennent l'intentionnalité de ce que tu dis. Et de le faire sans attendre de résultats, parce que je suis d'accord avec toi. Ça. En fait, je dis pas, évidemment, c'est pas un coup de baguette magique et que ça va fonctionner à chaque fois. Non. Mais en fait, c'est juste de leur faire passer ce message. Et ce que je me dis toujours, c'est que même si ça fonctionne pas sur l'instant, c'est la répétition. Et en fait, à 5 ans, 6 ans, à 7 ans, ils vont l'intégrer. Ils seront en capacité de le comprendre. Et je pense que même pour toi, de le verbaliser, ça permet aussi de redescendre un peu l'impression. Exactement. Donc, moi, je m'étais dit à un moment, juste avant de rentrer, il faudrait que je souffle, je fasse une espèce de, je fais pas du tout ça d'habitude, mais genre un exercice de respiration pour évacuer quoi. Et je m'étais dit je vais faire ça quand je rentre tous les soirs. Bon, je le fais jamais, mais en vrai, les rapports que j'ai fait,
Ça m'a permis d'évacuer un peu le stress, quoi. Vous connaissez pas Gaston, la petite licorne, non, qui souffle pour chasser ses émotions? Bon, c'est un super livre avec une licorne qui est multicolore, puis quand elle est en colère ou qu'elle boude, elle change de couleur de crinière. Et du coup, les exercices, c'est des exercices pour souffler la colère, chasser le nuage qu'il y a dans la tête. Et moi, je le fais des fois avec mes enfants. Et ça fait du bien, parce qu'en fait, tu te concentres là-dessus pendant 1 minute et du coup, tu oublies un peu ton émotion. Bon, après, on peut parler aux gens qui écoutent le podcast, peut-être en région parisienne, s'ils voient une demoiselle qui s'appelle Marion qui fait des exercices qui souffle dans sa voiture ou dans le RER ou dans le métro, c'est elle a fait des exercices parce qu'elle va rentrer. Dans ma voiture, j'avoue. Dans ta voiture. Je vais en buter un. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je redescends. Tu peux faire un live et te filmer, ça serait marrant. Non, mais je pense que c'est bon. Bon, vous n'avez pas répondu à ma première question, mais c'est pas grave, c'était tout aussi intéressant. Autre question, est-ce que c'est plus facile à seul ou à deux? Alors, je m'explique. On pourrait penser d'emblée, c'est plus facile à deux, évident. Moi, je mettrais un bémol parce que des fois, on peut se marcher dessus aussi. Quand on est deux, si on se coordonne pas bien, ça peut être sujet à embrouille. On a passé une sale journée, on peut pas se décharger. Enfin, on évite de décharger sur les enfants et là, on se dit, je vais me décharger sur quelqu'un d'autre. Tiens, je vais créer un conflit, une petite engueulade. Allez, ça va nous faire du bien. Ou on n'arrive pas à s'entendre, on n'est pas bien connecté et mine de rien, moi, je me dis, est-ce que des fois, c'est pas plus simple d'être tout seul? J'en sais rien. Je vous questionne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Marion, peut-être? Moi, je trouve ça quand même plus facile à deux parce que, alors c'est vrai que ça peut, si on a passé une sale journée, ça peut vite partir dans les tours. On peut s'engueuler facilement, mais en même temps, moi d'expérience, je trouve que souvent, quand on est deux, s'il y en a un qui monte en pression, l'autre il permet de faire redescendre et de dire c'est bon, calme-toi. Au lieu que quand on est tout seul, on peut vite s'énerver ou quoi. Je trouve que deux, ça permet de temporiser. Et puis surtout, ça permet de se répartir les choses, quoi. Donc, il y en a un qui peut finir des bains pendant que l'autre prépare à manger. C'est ça. Enfin, en tout cas, quand les enfants mangent, moi, je sais que chez nous, les filles mangent avant nous, donc c'est pas mal parce qu'au final, on gagne du temps. Et on va plus vite. Moi, quand je suis toute seule, ça se tire plus dans le temps et je trouve que c'est plus facile à deux. C'est un peu comme le matin, quoi. Ça permet de répartir et d'être plus efficace. Et peut-être de mieux profiter parce que du coup, on est moins tendu à courir partout, à vouloir tout faire, faire chauffer les pâtes, couler le bain, préparer les affaires du lendemain, etc., quoi. Non, je rejoins complètement Marion et juste en une phrase, moi j'ai une admiration mais sans borne pour les parents solos, souvent les mamans solos parce que c'est 80% des parents solos c'est des mamans je crois. J'ai une admiration sans borne parce que c'est leur quotidien, quotidien, ce tunnel du soir est seul et effectivement moi quand je me retrouve seul, quand je gère seul, qu'est-ce que ça arrive, ça se passe, mais c'est exactement ce que dit Marion, ça se passe, et parfois c'est même plus simple parce qu'effectivement il y a une seule voie, et donc du coup il y a une seule direction, il y a un seul chemin qui est tracé, donc ça peut être plus simple sur ça, mais par contre le temps est beaucoup moins géré. Et le tunnel est plus long, quoi. Du coup le tunnel il a l'air plus long alors qu'il fait la même durée. Oui c'est ça, mais ouais. Et du coup t'es bien fatigué, tu dors bien généralement après. Moi, j'ai petit bémol bizarrement, mais je vous rejoins complètement dans la sensation de on peut compter l'un sur l'autre. C'est moins dense au niveau du timing, de la pression qui est mise. Et d'un autre côté, quand je suis toute seule, mais c'est pas mon quotidien, c'est-à-dire que c'est une fois de temps en temps. Et en effet, je te rejoins les mamans solo, puisque en effet c'est des mamans solo, mais papas solo. Moi aussi j'ai une admiration énorme pour eux, puisque je me dis des fois, mais mon Dieu, je m'énerve, on est à deux, je peux dire allez ça y est, prends le relais, j'en peux plus, là je vais péter un câble. Et je me dis quand t'es tout seul, que t'as deux jeunes enfants, y a pas de sas, quoi. T'as pas de sas, donc tu fais comment? Enfin, tu vas crier dans une chambre, la porte fermée. Enfin, et je me dis des fois, ça doit être d'une difficulté vraiment, vraiment terrible. Mais donc moi, des fois, je pense que ça apprend la résilience. Ouais. Ou des fois, faut être honnête. Je pense qu'il y a des fois où tu dois pas réussir à maîtriser tes émotions comme tu l'aurais voulu, après en fonction de chaque repère de chacun, parce que t'as pas ça de décompression, parce que t'as pas de pilier sur lequel t'appuyer, et au bout d'un moment tu suffoques, tu manques d'oxygène. Donc voilà, mais après tu apprends à t'organiser, à te dire je sais que je suis toute seule, je peux compter que sur moi-même, donc de toute façon il va falloir que je gère, et je vais faire ça et mettre des choses en place pour que ce soit le moins difficile possible. Et je voulais juste dire que non, moi des fois j'aime bien être à deux, et des fois j'aime bien être toute seule, parce que je me dis je vais gérer les choses à ma manière. Je vais timer le truc et je sais que tu vois, et il n'y a pas ce truc où je fais des concessions parce que on est deux personnes différentes et il faut qu'on s'accorde en fait quand on est deux. Et il y a des moments où ça peut me sembler, quand la soirée se passe bien, c'est-à-dire quand tout se déroule pas trop mal, ça va, et puis quand il y a des hurlements
vraiment dès le passage au bain ou des choses comme ça et que tu te dis mais comment je vais gérer, je suis déjà vidée, et ben là tu te dis merde, en fait c'est pas si. Mais voilà, donc je me dis il peut y avoir voilà, il peut y avoir, mais bon, ça c'est très personnel comme point de vue. Non, mais ça dépend des énergies de chacun et des enfants dans quel état ils sont et tout, c'est ça aussi. Romain, tu voulais peut-être poser une question? Non, c'est ce que tu dis est vrai. C'est vrai que des fois... Non, ce que disait Marion est vrai aussi. Des fois, quand il n'y a qu'une seule voix, c'est beaucoup plus simple de gérer une soirée ou de gérer un temps passé avec un ou plusieurs enfants parce qu'ils ont un seul repère. Et du coup, comme souvent dans les couples, t'en as un qui est un petit peu plus présent ou en tout cas l'enfant auprès duquel l'enfant se réfère un peu plus et qu'il l'écoute un peu plus. Souvent, c'est la mère, pour le coup, dans les couples qui sont comme ça, avec un père et une mère. Bah, c'est vrai que quand t'as qu'un seul parent, bah du coup quand tu dis un truc il t'écoute. J'ai l'impression que c'est très personnel. Non, c'est pas très personnel, mais c'est que juste ça arrive tous les soirs. Bon, ok. Est-ce que vous avez repéré des tranches d'âge? Donc Pascal, toi t'as 2 jumeaux. C'est des jumeaux garçons, des jumeaux filles, des jumeaux garçons ou... Les deux, garçons filles. Hey, trop bien, la classe. Le combo parfait. Purée. C'est trop bien ça. Moi, j'ai pas des jumeaux, mais c'est filles et garçons avec 16 mois d'écart, c'est pas mal non plus. Des jumeaux, ça. Bah, c'est presque des jumeaux, ouais, quasi. Bah oui. Mais Marion, toi, c'est 2 filles? Moi, c'est 2 filles. Ouais, 2 filles. Et qui ont quel âge? 3 ans et demi et 7 ans et demi. 3 ans et demi, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez moi, je trouve, des tranches d'âge? Ouais, j'avais demandé alors les tranches d'âge et des émotions qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. J'ai 2 questions. Clairement, la petite 3 ans et demi, là, je trouve que c'est difficile. Ouais. Je compatis mon fils à 4 ans dans 3 mois, je vis l'enfer en ce moment. Oui, bah moi aussi, j'ai 3 ans et demi, mais André, elle aura 4 ans, mais elle a... le mien, il a 3 ans dans un mois. Ah bah, ça promet. Ah bah, je te jure, 3 ans et demi, presque 4 ans, c'est pire. Tu vas morfler. Là, 3 ans, là, c'est gentil. Ça promet. Ah, je te jure. Bon, ouais, vas-y, dis-nous. Je prends des notes. À la fois, ils sont plus grands, ils sont plus bébés, et du coup, ils s'expriment quand même, ils expriment plein de choses, et à la fois, rien n'est complètement mûr, comme moi, mon aîné, elle a 7 ans et demi, donc il y a encore beaucoup d'émotionnel. Quand c'est un truc qui va pas, qu'elle est pas d'accord, machin, tout de suite elle crie, elle claque sa porte. Enfin, je suis là, attends, t'as 3 ans et demi, on n'en est pas encore à l'adolescence, c'est pas possible, quoi. Terrible force. Et du coup, oui, je trouve que c'est un âge difficile, et puis d'un côté, je pense qu'elle comprend tout, mais parfois elle s'en fout. Enfin, quand on la reprend, parfois, notamment nous sur les repas, c'est très long, c'est très lent et tout. On lui dit bon bah vas-y là, on accélère un peu, et en fait elle regarde son assiette, quoi. Ouais. Donc, voilà. Histoire de bien faire languir papa et maman. Elle s'en amuse un peu. Oui. Mais je pense que c'est un âge difficile, difficile. C'est un âge de... adorable et tout, mais... Il paraît, un peu d'opposition, je pense. Ouais, mais d'opposition, parce que l'opposition, ça commence vers 18 mois, mais je pense que vers 3 ans et demi, 4 ans, il y a un âge d'opposition assez très marqué, comme une post-adolescence. Enfin, il y a plusieurs périodes à l'adolescence, il y a 13, 14, enfin voilà. Et je pense que c'est un deuxième stade d'opposition à quelque chose de beaucoup plus marqué, où tu sens que les switches que tu faisais, détourner l'attention, essayer de négocier, ça marche plus du tout. Non, tu sens bien que des fois, tu perds pied dans un magasin quand il refuse de te suivre et tu laisses marcher, te remettre derrière. Mais ouais, c'est une. T'as pas de prise. En tout cas, t'as une prise qui est moins importante et où tu sens qu'il va falloir que tu fasses preuve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Preuve top d'une souplesse différente pour réussir à driver les choses. Mais je me rappelle qu'avec ma fille qui est très dans la raison maintenant de 5 ans et demi, elle a eu cette phase vers 3 ans et demi qui a duré quelques mois, qui était complexe. Ouais. Pascal, toi, 6 ans, du coup. Non, mais pour Pascal, juste une parenthèse, c'est horrible pour Pascal parce que lui, il va vivre ça 2 fois en même temps. Ils ont 6 ans, il a déjà vécu ça, je pense. Non, mais tout va être x2 à chaque fois en même temps, quoi. Ouais, là, en même temps, ils sont très, très, très différents, donc c'est hyper intéressant. Et à la fois, du coup, ils se complètent en plus. Bref. Moi, sur les périodes, je trouvais que le 0-2 ans, c'était hyper dur en termes de logistique, encore plus effectivement avec des jumeaux. Le 2 et après, c'était de 2 à 4 et demi, où c'était la partie émotionnelle. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai switch à partir de 4 ans et demi, où on passait sur un stade qui avait rien à voir, où c'était beaucoup plus posé, beaucoup plus simple. Même si évidemment ce n'est jamais gravé dans le marbre. Là, typiquement, moi, mon fils, là, ça fait une semaine
où il enchaîne les colères et les crises pour pas grand chose, et où on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a vraiment, ce qu'il y a derrière, ce que ça touche chez lui, pourquoi il est débordé comme ça. Donc ça veut pas dire que mais voilà, ouais. Ça veut dire qu'il gagne pour toute la vie, mais je trouve quand même que moi je trouve que depuis 4 ans et demi, 5 ans, c'est beaucoup plus simple. Et est-ce que du coup il en parle pas à sa sœur? Non, parce que du coup, franchement, ils sont hyper complices. On essaye d'avoir des infos effectivement via la sœur, parce qu'on n'arrive pas à lui faire dire. Mais moi, non, je comprends pas, mais effectivement, il est pénible. Oui, d'accord. Merci de ton aide. Et en plus, c'est pas cool parce que du coup, ça lui laisse moins de place. Et du coup, encore hier soir, j'ai dit à ma fille, à Zoé, j'ai dit, mais tu sais, parce que du coup, il y a une sorte d'effet miroir où je veux pas qu'elle s'enferme dans un truc un peu de, parce que pour mon frère, c'est compliqué. Moi, il faut que je sois parfaite. Et donc, je lui dis, mais tu sais, t'as le droit aussi d'être en colère, t'as le droit, ne te prends pas ce poids-là, voilà. Ne sois pas l'exemple, ouais. Oui, non, mais moi, je te rejoins parce que quand mon petit gars est pas facile et qu'elle voit que j'en bave, elle va me dire, je vais t'aider, t'inquiète pas, je suis sage là, ça va. Et je me dis, zut, mon Dieu, en plus, moi, c'est garçon-fille là pour le coup, et je me dis, zut, est-ce que je conditionne pas son comportement mais c'est complexe. Hein. C'est assez complexe. Je suis en train d'analyser, de me dire, c'est quand t'en as un déjà, tu trouves que c'est. Romain est papa d'un petit garçon. J'ai juste un garçon, moi. Et c'est vrai que je me dis que déjà, des fois, on a des passages où on comprend pas et je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais alors, quand on a deux et un garçon et une fille, alors là, ça commence à vraiment être rock'n'roll. Et ce qui est le plus difficile, c'est les conflits. Oui, en plus. Ce serait pas drôle. Bon, alors après, pour freiner tout ça, quand t'en as un, tu peux te dire, ça peut devenir un enfant roi, un enfant tyran, et tout ça. Hein, c'est aussi le côté peut-être obscur. En fait, il y a des problématiques sur chaque configuration. Chaque format, quoi. Ouais. Sur chaque format. Format de famille, je veux dire. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, sur les jumeaux, on me dit souvent ça. On me dit, double charge, c'est compliqué, machin. Et oui, il y a des choses qui sont plus compliquées, mais en même temps, et je trouve qu'il y a aussi des bénéfices. Typiquement, ils jouent beaucoup plus à deux. On les a poussés beaucoup plus vite à l'autonomie parce qu'à un moment donné, quand t'as des jumeaux, non, je vais pas faire la généralité, mais nous, en tous les cas, on a eu besoin de les tourner au max, très rapidement sur l'autonomie, parce que t'en as deux et qu'à un moment donné, t'as deux bras et parfois il y a pas de fois que j'étais seul avec eux et voilà. Et donc du coup ils ont été autonomes, je pense, il n'y a pas une sorte de compète, surtout pas, mais voilà. Donc, du coup je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation, dans chaque structure familiale, quoi. Ouais, et puis quand t'as qu'un enfant, tu trouves ça super dur. Moi je me rappelle quand j'avais que ma fille, je trouvais que c'était très difficile. Donc c'est quand on a deux, après tu te dis non, en fait non. Mais quand on a qu'un seul, t'en baves parce que en plus le premier enfant c'est compliqué. Ah bah ouais, quand on a deux et que tu en confies un, aux grands-parents, et que t'en as plus qu'un, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est facile, pourquoi c'est pas quand on avait qu'un? Ouais. Et dernière question, alors on est sur un format de podcast qui dure entre 30 et 45 minutes, je le précise pour nos auditeurs et pour vous. Ouais, c'est bientôt fini, restez encore. Restez encore avec nous. C'est bientôt terminé. Une question importante, et du coup, alors on a parlé plein de trucs, est-ce que vous avez des astuces, des tips, d'autres choses qu'on aurait pu déjà dire avec nos petits bambous et nos sas de décompression, mais des choses que vous avez mis en place autres? Vous avez repéré que ça fonctionnait bien? Est-ce que des choses de l'ordre de l'anticipation ou autre? Tout ce qui est somnifère et alcool, c'est prohibé. Je vous le rappelle. Non, mais je préfère le rappeler. C'est par rapport à la loi, tout ça. Argent Marion, on commence toujours du coup par Marion après Pascal. Vas-y. Alors pour les enfants un peu plus grands, moi je sais qu'avec mon aîné qui est en phase de CE1, il fait les devoirs le week-end. On s'avance. D'accord. En général jusqu'au jeudi, et franchement, c'est bien, parce que on est déchargé de ça tous les soirs, et pour le coup c'est quand même beaucoup plus facile à gérer parce qu'elle a jamais envie de faire ses devoirs en semaine après l'école, après la journée. Et toi non plus. Ça, et moi non plus, clairement, quand je rentre à 19h, j'ai pas envie. Et l'autre chose, c'est de aussi essayer de s'avancer un peu sur les repas de la semaine. Ah oui. C'est pareil, la gestion du repas, c'est un peu casse-pied. Et alors il y a un autre truc, moi je fais pas, je fais du jour au lendemain, mais je sais que j'ai déjà lu ça, des conseils, c'est carrément de préparer les tenues de la semaine
la dès vache, le ouais. week-end, et comme ça, c'est prêt et ça enlève la charge mentale. Je vais faire une remarque exprès hyper misogyne. Bah oui, Romain, ça m'étonne pas que tu rigoles. C'est inenvisageable pour les mecs. Non, mais je me dis, mais anticiper 7, ou moins 5 Non, mais ça, c'est pour les gens ultra organisés, quoi. Ah oui. Mais en vrai, mais tu l'as pas complètement bête. Pascal, j'ai besoin d'aide, vas-y. Je plaisantais, Pascal. Je plaisantais, la météo change. Oui, voilà. Tu vois, nous, on est. Voilà, Pascal, on est comme ça, nous. Dans l'instant présent. Bon, tu vois, nous, on fout pas tout le boulot en l'air le matin. Au pire, si le temps change, t'as juste à changer le t-shirt, tu vois. Tu mets un t-shirt à manches courtes, tu te demandes quand c'est. Il y a des prévisions météo quand même sur des applis. N'empêche, pour en revenir à ce que tu disais, Marion, au tout début, c'est vrai que je sais pas si ça a été appliqué et si c'est maintenant partout dans toutes les écoles, mais moi, je me souviens, j'avais quelques professeurs qui faisaient ça, c'est-à-dire que le lundi, quand t'avais cours le lundi, ils te donnaient les devoirs pour le lundi d'après. Quand t'avais quoi le mardi, etc. Donc t'avais toujours, ce qui était bien, alors c'était une super. T'avais toujours une semaine et pas d'excuse du coup parce que t'avais eu une semaine pour le faire. Et ça, c'était trop bien pour t'avancer. Je sais pas si maintenant c'est uniforme. Bien. Ah bah carrément. Je sais pas si c'est partout. Moi je sais qu'elle a ça, mais effectivement je sais pas si c'est partout. Mais ça permet de faire un peu le samedi, un peu le dimanche, et ça passe beaucoup mieux que le soir à 18h. Ah ouais, quand tu rentres et tout, tu dis allez, il faut encore que je me fasse des devoirs. En plus, toi, faut que tu te remettes dans les multiplications, ou dans les additions, ou dans les machins. Tu te dis non mais voilà. Est-ce que le train A va croiser le train B à 13h18 ? Qu'est-ce que j'en ai à cogner ça ? Non mais j'ai vraiment pas envie d'arriver à cette période-là. Vraiment pas. Ça arrivera. Ou alors est-ce que la baignoire se vide à quelle vitesse ? Non mais tu vois, la baignoire se vide à quelle vitesse si on enlève. Non mais tu vois. C'est tout ce que je détestais à l'école. Dis-toi que quand ils vont grandir, les problèmes comme ça, on va s'en bouffer. Après, ce qui devient difficile, c'est à partir du lycée. Normalement, au collège, c'est à peu près un niveau. Quand tu te replonges, t'arrives à peu près. Oui, mais voilà, tu viens de le dire. Quand tu te replonges, mais est-ce qu'on a envie de se replonger là-dedans ? Non. Moi, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. Maintenant, tu te débrouilles. Allez. Et Pascal, ils sont déjà au CP ou grande section là ? Non, CP. CP, donc devoir aussi. Ouais, devoir aussi. Non, moi, si je peux partager quelques astuces, peut-être pour répondre à la question, je pense d'essayer de ritualiser au maximum. Nous, on est assez militaires là-dessus, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours à la même heure, tout un tas d'étapes, et c'est hyper ritualisé. Et ça permet vraiment de sécuriser les enfants, je pense, de changer aussi une charge mentale pour les parents, et ça glisse plus. Je pense qu'il faut essayer de pas être ambitieux, quoi, sur ce moment. Donc pas de grands projets, quoi. Pas de grands projets. On n'est pas ambitieux. Moi, j'ai mis en place un truc avec mes enfants, mais dès qu'ils sont rentrés à la maternelle, sur leur retour de l'école, pour réussir à sonder un peu quel était leur état émotionnel, c'est que on a mis en place un signe pouce levé, pouce moyen ou pouce en bas. Pour qu'ils me donnent l'état de leur journée. Et en fait, du coup, c'est un geste, et c'est un geste hyper simple. Ils le font encore, là, en CP. Et ça permet, pour eux, le verbaliser, enfin, pas le verbaliser, mais le poser facilement. Et pour moi, de sentir tout de suite, du coup, dès le début, tu vois, vous voyez comment ils sont, dans quel état d'esprit. Ça te donne une météo, quoi, Ah ouais. Ouais, c'est exactement ça, c'est la météo du jour. Voilà. Ce dont je me rends compte aussi, c'est que souvent, sur ce fameux tunnel du soir, les enfants, forcément, ils ont envie d'un temps, et d'un temps avec les parents. Et en vrai, pendant longtemps, moi, j'ai cru qu'ils voulaient un grand temps, alors qu'en fait, et sur ce moment du tunnel, on n'a pas le grand temps. Et en fait, c'est pas ce dont ils ont besoin, c'est un mini temps. Et ça m'est encore arrivé hier avec mon fils, où il arrêtait pas de me dire, je veux jouer. Et en fait, il a eu ça. À un moment, j'ai dit, ok, go, on y va. 5 minutes. Et ça a duré 5 minutes. Et en fait, ça l'a juste apaisé. Il voulait juste, j'étais 5 minutes, mais pleinement, complètement avec lui. On était juste à deux. Et voilà. Et en fait, encore une fois, de pas être ambitieux et parfois juste de se dire, mais juste 5 minutes de jeu, ça va répondre à leurs besoins, ça va remplir leur réservoir affectif du moment. Et ça apaise un peu, quoi. Et puis après, je rejoins Marion, on essaie d'anticiper au max. En fonction de ce qui est possible de faire. Ouais, et de mettre un stop, quoi. Là, tu parlais de jouer, ça peut être aussi faire un câlin, se poser sans se dire qu'on va rester une demi-heure et se mettre dans le rush pour la soirée. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est pas simple et d'en avoir confiance, ça peut aider à se dire, bon, ok, si je prends 5-10 minutes, ça peut vraiment apaiser les choses. Je lâche un peu prise sur mon organisation, peut-être un peu militaire. Mais ouais, parce que des fois, c'est un peu militaire quand on a plusieurs enfants. Faut le dire, surtout des jumeaux ou des enfants rapprochés, ça reste militaire parce que on sait que si on déborde, c'est ça, c'est que si on déborde, ça risque d'être l'enfer. Donc on essaie de timer parce que quand ils sont petits, ils ont faim, après ils ont sommeil. Voilà, quand ils rentrent de la crèche, ils sont crevés à 18h, donc faut que tu te dépêches. Et c'est ça qui fait aussi que peut-être en grandissant, tu te dis bon, j'ai un peu plus de marge de manœuvre, mais ouais, en effet.
Et par rapport aux émotions, je trouve ça génial. Après, il y a plein de méthodes, mais je trouve que ça, c'est super. C'est très, très simple. C'est très facile à mettre en place. Et ça te donne une idée de... Puis toi aussi, tu peux faire le pouce en plus avec tes enfants. Donc ça, c'est vraiment top. Bien sûr. Pascal, dans la méthode militaire, le matin, du coup, c'est réveil au clairon. Comment ça se passe pour les sortir du lit un peu plus rapidement? L'image. T'imagines? Ouais, le réveil, c'est chaud, le matin. Ouais. C'est un autre sujet de podcast, le réveil. On en refait un autre. Clair, c'est le prochain. Sur le réveil. Moi, je voulais vous dire un truc que j'ai appris parce que je lis tous les soirs des histoires à mes enfants, voilà, c'est comme ça. Et j'ai vu ça, je crois que c'est sur le Cool Mag ou je sais plus. Et en fait, j'ai vu le fait de faire juste un câlin, c'est-à-dire une méthode de ritualiser passive, enfin pas passive, mais moins active que de lire une histoire ou chanter une chanson. Ça apaise les enfants. Et du coup, j'ai testé. Je me suis dit, parce que des fois, j'ai la rame de lire des histoires le soir. Et je les lis pas avec l'entrain que j'aimerais le faire certaines fois. Et en fait, il y a un soir, j'ai dit, je suis trop crevée, mais par contre, on fait un gros câlin de 10 minutes. Et ça a été hyper fructueux aussi. Et j'y ai mis plus de plaisir que de lire une histoire où je m'étais dit, il faut que je lise l'histoire, c'est le rituel, c'est le machin. Donc voilà, petite astuce, j'en sais rien peut-être. Ça apaise le câlin. Et ça apaise le câlin. Et parce que je faisais un câlin, mais un câlin vite fait, une fois que j'ai lu les 2 histoires. Oui. Allez, bonsoir. C'était plutôt l'histoire, quoi. Voilà. On éteint, allez. Donc le câlin, il est peut-être moins intense, moins sincère en fait, en quelque sorte. Et là, vu qu'il y avait que le câlin qui remplaçait le tout, ça avait une sorte de sincérité et d'apaisement. On sait les bienfaits que. Tiens, justement, en parlant de câlin, j'ai vu ça et j'ai vu ça dans un article qui parlait du parc Disneyland Paris. Alors tu vas me dire, mais de quoi tu parles, c'est quoi le lien? En fait, les personnages, notamment les princesses, sont briefés. Lorsqu'elles font des câlins aux enfants, elles ont l'interdiction de lâcher en premier. D'accord. Je savais pas. Quand tu regardes des vidéos, après tu t'en rends compte. Quand elles font un câlin, tant que l'enfant continue de les serrer, elles ont l'interdiction de les lâcher. C'est l'enfant qui décide à quel moment il a fait le plein en fait de ce gros câlin. Ouais, génial. Ça veut dire que tu vas aller à Euro Disney faire un câlin à une princesse et jamais la lâcher. Oui, c'est ça. Accrochez-vous les princesses, Romain arrive. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à tester avec ses enfants. Et c'est vrai qu'il y a des fois il y a des câlins. De dire je lâche que quand l'enfant lâche. Ouais. Et ça a appliqué à ses enfants pour voir jusqu'où ça va. Ouais, c'est ça. C'est que moi, je vais me trouver dans le pieu et je vais m'endormir à 22h. C'est un gros câlin alors. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de la fin, quelque chose qui vous tient à cœur en lien avec le thème ou voilà, avec la parentalité, puisque c'est un podcast sur les parents, où vous avez l'impression de dire tout ce que vous aviez envie de dire? Je pense que, et je me le dis souvent, et c'est pas facile, mais on est, comme je disais tout à l'heure, sursollicité, on est toujours en train de courir, on arrive chez nous, on veut profiter de ses enfants, mais en même temps c'est la course parce qu'on met en place toute notre organisation millimétrée. Et je pense qu'il faut arriver à se dire à soi-même, et je me le dis à moi-même en même temps, qu'il faut profiter de ces périodes-là, parce qu'effectivement, on appelle ça le tunnel, et c'est un tunnel. Mais en même temps, je suis sûre que quand ils seront ados, on regrettera ce tunnel où c'était mignon et c'était câlin et tout. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut réussir à se désencombrer de tout ce qu'on a eu dans la journée pour profiter autant que possible de ses enfants, quoi. On va tous rentrer et faire un énorme câlin ce soir à nos enfants. Pascal, ou alors les mettre devant les dessins animés puis boire un coup. Non, pas bien. Bon, d'accord. Pascal, tu voulais rajouter un petit mot avant qu'on se quitte? Non, mais ouais. Alors, je rejoins complètement ce que dit Marion. Il y a plein de moments dans ce fameux tunnel que j'adore. Mais on voit pas, même si c'est des 5 minutes, c'est un jeu de billes, c'est un jeu de cartes, et c'est plein de petits moments, et en fait, finalement, ils vont disparaître très vite, ces moments-là. Donc, voilà. Le petit mot que je pourrais ajouter, c'est cette idée d'essayer de déculpabiliser. Je crois que voilà, c'est le nom du podcast, on est des parents pas parfaits, les enfants sont pas parfaits non plus, on essaye de faire au mieux et de trouver l'équilibre entre on n'est pas parfait, donc c'est pas grave, et en même temps on se doit quand même d'essayer de tendre faire bien vers les choses. Voilà, mais voilà, c'est un équilibre qui est pas facile à trouver, mais c'est une histoire de curseur comme plein de choses dans la vie, mais ouais, c'est ça, c'est se dire on fait au mieux, mais juste déjà d'essayer de conscientiser et pas de voir les choses comme une fatalité. En fait, dans cette tunnel du sang, il y a un peu il y a presque un peu un truc je subis, j'ai pas le choix, c'est forcément la merde, tous les parents le vivent, et machin, et de se dire que non, mais ça peut être aussi un peu différent, ça peut être un peu cool, sans viser un idéal qui n'existera pas. Les enfants, ce qu'ils vont retenir avant tout, c'est l'intentionnalité, c'est l'histoire qu'on raconte, Donc, dans une histoire, il y a des moments géniaux, il y a des moments un peu moins bien, et c'est ce tissage de tout ça qui va faire qu'ils vont retenir, comme tu dis, quelque chose de positif, de joyeux en arrière-fond, quoi. Merci
aussi, un grand merci à vous d'avoir été avec nous pour ces podcasts, hyper sympa et hyper intéressant. Romain, je te laisse clôturer. Ouais. Marion, merci d'avoir participé au podcast de Parents pas parfaits. Rappelle-nous ton actualité de tout ce que tu fais. Oui, et donc moi je suis journaliste au Figaro, comme on l'a dit. J'ai aussi un blog qui s'appelle Parlons Maman, qui est sur la parentalité, la maternité, la grossesse, donc plein de sujets que je fais avec toute la passion que je mets dans mon métier de journaliste. Et il y a donc le compte Instagram qui va avec. Et puis en octobre, j'ai sorti un livre sur le postpartum qui s'appelle Un postpartum en douceur, que j'ai coécrit avec une Kramzorg. C'est un métier qui existe aux Pays-Bas. Et ce sont des femmes qui prennent soin des mamans et des parents même après la naissance. Et donc la Kramzorg en question s'appelle Delphine Petit Postma, et je vous le recommande pour tous les futurs parents parce que ça vous permettra vraiment de préparer l'après, qui est hyper important. C'est vraiment là que tout commence, quoi, après la naissance, et que vous allez vous occuper de votre petit bébé. Eh ben merci Marion, on mettra tout ça dans la description du podcast consacré du coup aujourd'hui au tunnel du soir. Et toi Pascal, ton actu? Avec plaisir, merci à toi. Et toi Pascal du coup? Écoute, histoire de papa, donc histoire de papa avec DS, histoire et à papa, et sur le web, et pareil sur les réseaux sociaux. Et puis beaucoup de conférences. Là, on sent que ça bouge beaucoup sur le sujet. Beaucoup de conférences en entreprise dans les mois à venir. C'est assez fou. Il y a beaucoup de demandes parce que effectivement, il y a une prise de conscience que intégrer la parentalité, la paternité en entreprise, c'est un vrai levier d'égalité femmes-hommes, et donc c'est chouette. Et donc c'est ce sur quoi je mobilise beaucoup d'énergie, et c'est un chouette engagement. Voilà. Il te reste un livre à écrire comme Marion du coup, Pascal. Courage. Ouais. Et on sera bon. Merci à vous deux d'avoir participé au podcast de Parents pas parfaits pour ce sujet passionnant qui était le tunnel du soir. Merci à vous deux, Pascal et Marion. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.